Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien en ce 26 janvier 2024 et en ce 26 janvier 2024 pour son deuxième match de Ligue 1 en 2024, l'Olympique Lyonnais n'a pas gagné le foot. L'Olympique Lyonnais a perdu le foot à domicile contre le Stade Rennais dans un match que l'on qualifiera de difficile à suivre, mais nous sommes ensemble. Nous tenons bon, nous sommes toujours debout, toujours vivants, toujours la banane. Merde, j'ai plus les paroles. Ça devient de plus en plus dur de faire ces débriefs de cette équipe, de surpasser la colère, la lassitude. Ce soir, j'avais une raclette. J'ai refusé la raclette. J'ai laissé ma famille manger une raclette tout seul. Alors après, vous me direz, ça me fera peut-être pas de mal. Pour regarder l'Olympique Lyonnais contre le Stade Rennais. Score final 3-2, dont on pourrait penser, si on regarde que le score, que finalement c'est pas si mal. Mais en réalité, si, c'était bien de la merde, les amis. On va débriefer ça ensemble. C'était une catastrophe, une première mi-temps absolument abyssale. Non, l'OL n'est pas guéri. Au contraire. Non, l'OL n'a pas réglé ses problèmes à la faveur de 3 victoires en trompe-l'œil lors du mois de décembre. Non, les recrues qui sont arrivées à l'Olympique Lyonnais ne suffisent pas à inverser la tendance. Oui, certains joueurs doivent toujours aller voir très très loin si possible. C'est laborieux, très laborieux, on va débriefer ça ensemble. Victoire 3-2, donc du Stade Rennais, dont on va commencer par dire que le score est mérité, puisque le Stade Rennais a été meilleur que l'OL ce soir, mais le Stade Rennais n'a pas été bon. Et c'est pas pour critiquer le Stade Rennais, puisque le Stade Rennais vit une saison quand même somme toute compliquée, mais tout ça pour dire qu'on n'est pas tombé sur un excellent Stade Rennais qui a surpassé un bon Olympique Lyonnais. Non, l'Olympique Lyonnais est tombé sur un Stade Rennais relativement moyen, qui a marqué sur ses 3 premières frappes cadrées et qui a amplement mérité sa victoire, même si ça a baissé de rythme en seconde période du côté du Stade Rennais, et il y aura probablement pas mal de choses à redire de leur côté sur ce match-là. Loin de moi l'idée de vous dire que Rennes n'a pas mérité sa victoire, c'est surtout pour vous dire que l'OL a été particulièrement nul ce soir, avec des joueurs qui ont été particulièrement en dessous de tout. Merci à vous tous qui vous abonnez, merci ceux sur YouTube qui prennent le temps de mettre des petits pouces et des commentaires. On va débriefer ça ensemble, faire un peu l'historique de cette rencontre, comment elle s'est présentée, comment l'OL s'est présenté au Groupama Stadium contre le Stade Rennais. On va aussi parler des choses dont vous avez peut-être entendu parler en début de match, avant le match, sur les échos de vestiaire, parce que moi je vous avoue qu'à titre personnel, ça commence à me courir sur le haricot très très fortement, de voir que dès qu'il y a une recrue, dès qu'il y a des choses où les cadres du vestiaire sont un petit peu chagrinés pour X ou Y, ça finit dans la presse, ça finit sur le compte de Romain Molina, ça bat, ça parle de tous les côtés, on commence à en avoir un petit peu ras-le-bol de ces sénateurs et de ces divas qui se prennent pour des futurs ballons d'or alors qu'ils sont 16e de Ligue 1. On est fatigué, on est épuisé de ce club, on n'en peut plus. Moi je vous avoue que je suis partagé entre déprime et colère là, quand je vois ce match-là, quand je vois la prestation individuelle de certains joueurs, quand je vois la capacité de réaction de cette OL aussi. Quand je vois la seconde période, quand je vois les entrants, je me dis que c'est quand même pas possible d'avoir des cadres, des leaders de vestiaire, des joueurs fiables, des joueurs payés très cher, qui sont en dessous de tout et qui ne sont absolument pas les moteurs de l'état d'esprit de ce club. Les buteurs ce soir, c'est Henrique et Lacazette. Lacazette qui a fait une première période indigente avant de se réveiller en seconde. Comme quoi, quand il est entouré de joueurs qui ont peut-être un peu en plus d'envie de jouer au foot et un peu plus mobile, ça va mieux. Henrique, qui dit jamais rien, latéral gauche remplaçant, mais l'état d'esprit est bon, ça change de certains autres dont on va avoir le temps de parler tout de suite. Merci Chikajam, merci EZB pour l'abonnement, merci Cocogoon, merci William Darko, merci Alex Biancave, L. Sevens et tous ceux qui sont abonnés que j'ai pas cités. Il y a des choses qui m'énervent beaucoup. Pour refaire un peu l'historique de cette rencontre. L'Olympique Lyonnais s'est présenté contre le Stade Rennais avec de nouveau une défense à 5. Alors un truc un peu novateur puisque cette défense à 5 était composée de 2 latéraux qui n'en étaient pas, puisque Ainsley Maitland-Niles était aligné sur le côté droit de la défense et Malik Fofana sur le côté gauche. Des pistons donc résolument offensifs, avec plus ou moins de réussite, puisque Maitland-Niles a été plutôt intéressant, même si transparent en première période, alors que Malik Fofana, de son côté, a été absolument calamiteux. Des choix assez forts en attaque, puisqu'on avait uniquement 2 joueurs à vocation offensive, avec Lacazette et Cherki. Ça n'a pas fonctionné pendant toute la première période. Et un milieu de terrain Cacré-Tolisso, auquel on a ajouté un Diawara qui a été relativement moyen, sans être mauvais. Voilà, on a vu ce soir en première période notamment toutes les lacunes de cet Olympique Lyonnais, qu'elles soient techniques ou en termes d'état d'esprit. Tout ça a éclaté au grand jour face à un Stade Rennais qui pourtant n'était pas
outrageusement flamboyant dans la première demi-heure. On voyait un Olympique Lyonnais relativement serein derrière jusqu'à la première frappe cadrée de la rencontre côté rennais. Évidemment, ça fait but. Puis la deuxième frappe cadrée de la rencontre côté rennais. Évidemment, ça fait but. Et la troisième frappe cadrée de la rencontre côté rennais. Évidemment, ça fait but. On commence à être habitué. Je vais vous montrer les stats du match, puisque vous allez voir que ce n'est qu'une histoire qui se répète inlassablement du côté de l'Olympique Lyonnais. Je vais quand même les vérifier avant de vous les montrer pour voir si j'ai pas dit de conneries. Non, elles sont bonnes. Les voici, les stats du match, pour vous montrer deux informations importantes. Comme d'habitude, le chat n'est pas du tout au point, c'est pas grave. Comme d'habitude, l'Olympique Lyonnais, au niveau des expected goals, n'a pas fait un match absolument calamiteux. Mais comme d'habitude, il a suffi de 5 tirs cadrés pour marquer 4 buts du côté de l'OL. Ça commence à être un petit peu fatigant de voir qu'à chaque frappe cadrée, Anthony Lopez encaisse un but. Alors certes, le deuxième but est très difficile à arrêter et sur le troisième, il n'y peut rien. Mais le premier, l'angle est fermé. C'est comme... Enfin, ok, on peut lui dire, oui, il peut pas grand-chose sur les deux derniers. Il a le droit de faire des miracles aussi. Il a le droit d'avoir des miracles. Donc voilà, 0,96 expected goals pour 2 buts, 0,91 expected goals du côté du Stade Rennais. Des stats relativement équilibrés, le même nombre de tirs cadrés à peu près. Passe réussie, l'OL a été plus précis, mais c'est normal puisqu'il y a eu 63% de possession absolument stérile. Rennes a saisi les occasions qui lui ont été offertes par l'Olympique Lyonnais, pendant que l'Olympique Lyonnais a tergiversé et n'a pas réussi à concrétiser les rares occasions qu'ils ont eues. À un moment donné, Anthony Lopez, il a aussi le droit de sortir des arrêts après avoir pris 2 buts, c'est possible. Un peu fatigué, je vous avoue. Pour refaire un peu l'historique des 3 buts encaissés par l'Olympique Lyonnais, j'aimerais quand même qu'on s'y attarde 2-3 minutes, puisque le premier but encaissé, et on va en reparler puisqu'on va reparler de Ryan Cherki après, le premier but encaissé de l'Olympique Lyonnais part d'une perte de balle au milieu de terrain de Ryan Cherki, qui, pour aller donné en profondeur à son arrière latéral droit, choisit de faire un externe du gauche, alors que le plat du pied droit est évident. Pourquoi ? Je ne sais pas, sachant que Cherki est ambidextre. Cette perte de balle se provoque derrière une contre-attaque du côté du Stade Rennais, qui provoque une frappe en angle fermé de Martin Terrier, et malgré l'angle fermé, but quand même. Ça fait un petit peu mal au cul. J'ai oublié de vous signaler que sur ce but-là, Martin Terrier fait un dribble vers la gauche, et il faut environ 15 ans à Dejan Lovren pour se retourner. Cette équipe, elle n'est pas au niveau, elle fait des erreurs bêtes et elle n'est pas capable d'exploit quand les frappes arrivent sur le but. Qu'est-ce que vous voulez faire à ce moment-là ? La passe de Cherki, honnêtement, revoyez-la. Le but était à la 22e minute, revoyez-la. Et... Je suis épuisé, je vous jure. J'ai été le soldat de Ryan Cherki pendant tellement longtemps. J'ai cru en ce garçon, j'ai cru qu'il était le phare dans la nuit, j'ai cru que c'était lui la caution technique, et encore une fois, sur les 20 premières minutes du match, il est plutôt intéressant. Il est plutôt juste, il est plutôt cool, il descend chercher la balle très bas, il fait des efforts, et puis à un moment donné, je sais pas, ça snap dans le cerveau. À un moment donné, il y a un truc qui déconnecte dans le cerveau de Cherki. Et quand ça déconnecte, c'est une catastrophe, le chat. Vous pouvez pas me le signaler quand je fais n'importe quoi comme ça ? Le chat, il est... Voilà, là, il est mieux, là. Là, il est mieux. Le moment, en fait, le problème, il y a plein de trucs que je reproche à Ryan Cherki. C'est qu'il a une incapacité à se remettre dans un match. Ça peut arriver de sortir d'un match. Ça peut arriver de déconnecter, d'être une freebox et de déconnecter. Mais il ne se remet jamais dans un match. Il n'a pas de capacité de revenir dans un match quand il est déconnecté. Et ça, c'est vraiment problématique parce qu'on voit qu'il fait 20 premières minutes plutôt intéressantes. Et après, pouf, disparu, quoi. Pouf, disparu, plus rien, plus de Ryan Cherki. C'est une calamité pendant tout le reste de la rencontre. Alors, il est sorti relativement tôt, puisqu'il est sorti à la mi-temps, remplacé par Ernest Mioma, qui a été vachement meilleur. Et je vais pas vous dire que c'est la faute de Cherki si l'OL perd ce match, mais c'est peut-être la faute de Cherki si l'OL n'est pas dangereux une seule fois en première période. Et moi, encore une fois, j'ai été le premier défenseur de Ryan Cherki. J'ai voulu croire à Ryan Cherki. J'ai voulu mettre la lumière sur lui, et force est de constater que je pense que c'est fini. Je commence à penser qu'on ne retrouvera plus un Ryan Cherki qui peut apporter à cet Olympique Lyonnais, et surtout qui est un joueur de foot complet et abouti. Il y a trop de lacunes. Je pense qu'il y a trop de lacunes chez Ryan Cherki aujourd'hui, que c'est un joueur qui mentalement a tendance à plonger, que c'est un joueur qui fait pas les efforts défensifs, qui physiquement manque de qualité, d'explosivité et athlétique pour percer au plus haut niveau, et surtout, qui manque de polyvalence. Il n'est pas capable de jouer ailier, il n'est pas capable de jouer relayeur, il n'est pas capable de jouer numéro 9 et demi.
Je suis désespéré. Et on a bien vu, il est sorti à la mi-temps et tout est allé à peu près mieux. Alors oui, ça coïncide avec une baisse de rythme du côté de Rennes. Mais je pense que c'est terminé. Cherki à l'Olympique Lyonnais, j'ai du mal à croire qu'on va réussir à en faire quelque chose. Et ça me rend profondément triste. Parce que s'il y a bien un joueur que j'avais envie de voir exploser aux yeux du monde, c'était bien Ryan Cherki. Mais je pense qu'en tout cas à l'Olympique Lyonnais, ça va être très très compliqué de le voir éclore. Je pense qu'il est dans un contexte qui est trop favorable en termes de pression, où il a été trop cajolé. Nous les premiers, nous les supporters, on a mis Ryan Cherki, et moi le premier, hein, on a mis Ryan Cherki sur un piédestal, on a voulu trop y croire, et je pense que ça l'a mis dans un confort qui fait qu'à l'Olympique Lyonnais, il n'arrivera pas à dépasser ce plafond de verre qui fait que quand il est en Coupe de France contre Pontarlier, c'est la festa, mais dès qu'on est en Ligue 1, c'est compliqué. Alors encore une fois, je dis tout ça, je serais ravi de me planter. J'adorerais que Ryan Cherki me donne tort et que ça devienne un joueur étincelant sur la seconde partie de saison et qu'il puisse soit prolonger, soit être vendu cet été, soit au moins illuminer l'Olympique Lyonnais de son talent pendant l'année et demie qui lui reste. Mais je suis désespéré. Je pense que c'est terminé. Et je pense qu'il ne partira pas cet hiver parce que personne n'est capable de s'aligner sur son salaire et sa valeur marchande. Je pense qu'il ne partira pas cet été parce qu'il lui reste 1 an de contrat. Et je pense qu'on va perdre Ryan Cherki à l'été 2025, gratuit, pour un club second couteau dans lequel il ira tenter de relancer sa carrière, un petit peu comme Oussem Aouar. Et ce sera une terrible perte sportive, financière et sentimentale presque pour tout le monde. Et ça me rend très triste, je vous avoue. Ça me rend très triste. J'aimerais, puisqu'on parle de Ryan Cherki, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'épisode d'avant-match avec cette info de Romain Molina, comme quoi Gift Orban se serait déjà mis le vestiaire à dos avec un comportement infect. Alors, je cite Romain Molina sur le comportement infect. Je trouve ça problématique à bien des égards, pas parce que Romain Molina relaye ça, parce que de sources à peu près concordantes, ce que raconte Romain Molina est vrai, c'est-à-dire qu'il y a eu des tensions à l'entraînement. Par contre, je trouve le terme infect, et Hugo Guillemet l'a répondu derrière, a dit que le terme infect était un petit peu galvaudé. Maintenant, on voit une espèce de tendance un petit peu récurrente à l'Olympique Lyonnais, de joueurs très susceptibles quand même, hein. Parce que visiblement Gift Orban ça chambre, mais on en connaît un autre qui chambre à l'entraînement à l'Olympique Lyonnais, il s'appelle Ryan Cherki. Or j'ai jamais vu un journaliste ou des insiders nous dire que Cherki était détesté du vestiaire parce qu'il avait un comportement infect, alors que c'est peut-être le cas, hein, très honnêtement, hein. Je trouve ça assez triste de voir qu'il y a des gens dans ce vestiaire qui, quelques jours après l'arrivée d'un joueur qui est probablement un peu cinglé, qui est probablement chambreur, qui a probablement confiance en ses qualités, viennent aller baver auprès des copains pour aller répandre leur bile alors que l'OL est relégable et joue un match important quelques heures plus tard. Ça me déprime au plus haut point. C'est pas la première fois, c'est pas la première année. On a eu la même sur Tatarou. On a eu les mêmes trucs sur Fabio Grosso très rapidement après son arrivée. Ça bave. Ça se prend pour des joueurs qui vont gagner le Ballon d'Or alors qu'on est 16e de Ligue 1. Chacun pense à sa gueule, chacun protège son bout de viande. C'est un vestiaire qui vit mal. C'est un vestiaire de gens qui sont des sénateurs, qui n'ont pas grand-chose à foutre, qui partiront une fois que le navire coule et on n'en sortira jamais. Et d'ailleurs, on a bien vu en seconde période, l'Olympique Lyonnais a fait rentrer Orban, Nuama, Henrique, donc 2 recrues et un joueur qui a toujours été exemplaire niveau mentalité, et ça jouait vachement mieux au foot. Est-ce que Henrique est un joueur supérieur à Fofana ? Je suis pas sûr. Est-ce qu'il est supérieur à Cherki ou Diawara ? J'en sais rien. En attendant, quand on met des joueurs qui ont la tête à l'endroit sur le terrain, c'est vachement mieux. Donc moi j'ai un problème avec ce vestiaire et c'est pas la première fois. Et on peut encore une fois on peut leur donner raison. Peut-être que Gift Orban se prend pour un cador alors qu'il ne l'est pas. Peut-être que Fabio Grosso est effectivement un mauvais entraîneur avec un mauvais management. Peut-être. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que ça finisse dans la presse. Peut-être que Fabio Grosso avait raison de mettre Ryan Cherki sur le banc. Par contre, on a eu un article dans l'équipe une semaine après son arrivée pour dire que le vestiaire et en interne, ça ne comprenait pas les choix de Fabio Grosso. Donc ça bave. Il y a des taupes à l'Olympique Lyonnais qui, à la première contrariété, vont pleurer auprès de leurs copains journalistes. Et ça m'agace au plus haut point parce que c'est une ambiance de merde. On l'a vu à l'OL, que les joueurs qui sont dans cette équipe ne sont pas intrinsèquement des gros nullards de Ligue 2. On est bien d'accord. On a vu des matchs de Maxence Cacré, de Corentin Tolisso, de Ryan Cherki, d'Alexandre Lacazette, de Dejan Lovren, de tout ce que vous voulez, qui sont des joueurs de Ligue 1. Alors c'est probablement pas des joueurs de Ligue des Champions pour la plupart, mais ce sont des joueurs de Ligue 1. Et tout ça ne tient qu'à un état d'esprit. Et à partir du moment où ils décident de bouder,
eh ben on joue comme des gros nullards. Et moi je commence à en avoir un petit peu marre de tout ça, de cet état d'esprit de merde, parce qu'aujourd'hui, on a beau s'être paluché comme on pouvait pas plus se palucher sur 3 pauvres victoires en décembre, aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais est 16e, et demain, l'Olympique Lyonnais sera peut-être 17e de Ligue 1, et on a beau se dire, ah peut-être que sur une bonne série, on peut jouer les places européennes. Non, la vérité, et je me suis fait pourrir, hein. Encore une fois, il y a un mec sur Twitter, je sais plus comment il s'appelait, qui est venu me dire, ouais, voilà, vous vendez la peur, on n'a jamais joué le maintien, c'est vous les influenceurs, vous faites du chiffre sur la peur et tout ça, comme si on était CNews. Non, la vérité, c'est que tant que l'OL aura pas 6, 7, 8 points d'avance sur la zone rouge, on joue le maintien et on le joue bien. On le joue très très bien, parce que là, à l'heure actuelle, l'Olympique Lyonnais va devoir déloger Taylor Swift aux alentours du mois de mai pour pouvoir jouer son barrage de Ligue 1, et ça risque d'être compliqué. Voilà, qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Oui, quand même, j'aimerais saluer un joueur que j'aime beaucoup, mais qui ne nous aime pas. Qui nous aime vraiment pas, et c'est pas hasard. Je l'aime beaucoup, et c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié même quand il était à Lyon. J'aimerais faire un petit coucou à Martin Terrier, et lui demander à Martin Terrier, je sais que t'as pas passé un bon moment à Lyon, Martin, mais t'es pas obligé d'être aussi méchant avec nous, Martin. C'est pas obligé. Tu sais, on te pardonne, y a pas de souci, pardonne-nous, je sais pas, mais t'es pas obligé de nous massacrer la gueule à chaque match, Martin. Tu sais, y a des gens gentils à Lyon, il y a des gens qui méritent pas de souffrir. T'es pas obligé de nous ouvrir la gueule à chaque match. Voilà, tu peux aussi nous laisser tranquille. Un but, ça suffit. Pas obligé de mettre un doublé. Laisse-nous tranquille, s'il te plaît, Martin. Laisse-nous tranquille. On souffre suffisamment. Tu pourrais faire un effort pour nous, les pauvres gens qui souffrent, et ne pas nous massacrer la gueule à chaque fois qu'on rencontre Stade Rennais. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup Martin Terrier. Il le sait, vous le savez. Mais il nous aime vraiment pas. Hein. Il nous aime vraiment pas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté ? Oui, je voulais reparler. Je voulais qu'on reparle d'un truc qui est complètement anodin. Je voulais qu'on reparle de la passe aveugle de Ryan Cherki. Et à un moment donné, on a déjà longuement parlé de Ryan Cherki. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de ce garçon ? Vraiment. Parce qu'il fait une espèce de croqueta, là, et ensuite il fait une passe en retrait, aveugle, à 60 mètres de son but, et il tourne la tête genre... qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce garçon ? Vraiment. C'est un peu comme quand Toko et Kambi fait chute après avoir marqué le premier but et qu'ils en prennent 2 derrière à la canne. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ? Sérieux, t'as 0-0, tu fais une passe en retrait et tu fais... J'en peux plus, j'en peux vraiment plus, je vous jure. C'est une passe aveugle, alors que tout le reste de la mi-temps, il a fait des passes de mecs aveugles. Et j'en peux vraiment plus, je suis fatigué. Je suis très fatigué de l'attitude de Ryan Cherki. J'ai vraiment, encore une fois, j'ai envie de l'aimer, Ryan Cherki, mais il tente des gestes comme moi en Rivals. C'est un peu ça, quoi. C'est la gâchette R2. Et puis il appuie sur tous les boutons, comme sur Street Fighter. Et parfois ça passe et on fait waouh. Mais je suis fatigué. Je vous jure, je suis épuisé, j'en peux plus. J'avais pas envie de le faire, le débrief. J'avais pas envie. J'étais bien là, je suis à la maison, tranquille, il y a mes parents qui étaient là ce soir, on faisait une petite raclette en famille, je leur ai dit bah non, je peux pas faire la raclette en famille. Il y a l'Olympique Lyonnais qui joue, et ils m'ont regardé comme un cancéreux, comme d'habitude, genre t'inquiète pas mon fils, on comprend. Et je suis arrivé à la mi-temps, hein. Je suis arrivé à la mi-temps, ils m'ont regardé, ils m'ont dit ah, il y a combien ? Je leur ai dit 3-0. Ils me disent tiens, il y a du bruit, il reste du bruit, prends du bruit. C'est dur, hein. C'est dur de supporter l'Olympique Lyonnais, et c'est dur d'avoir décidé que tous les matchs, on serait là, le soir, pour faire une séance de psy ensemble. Hein. Moi, ma psy, je l'ai vue cet après-midi, là. Franchement, je pense que je vais programmer mes rendez-vous avec ma psychanalyste après les matchs de l'Olympique Lyonnais, genre le lendemain. Alors, elle bosse pas le dimanche, c'est un peu compliqué. Mais prochain match de l'OL le dimanche, je mettrai une séance de psychanalyse le lundi, et je pense que je passerai 45 minutes à lui parler de l'Olympique Lyonnais, parce que c'est nécessaire, là. C'est nécessaire. Moi, je suis votre psy, il faut bien que moi, j'en ai un. Hein. C'est compliqué, quand même. Hein. Je vais lui expliquer qu'on est 16ème et que Ryan Cherki fait n'importe quoi et que ça me rend fou et que je dors mal le week-end à cause de lui, tu vois. Dimanche pro, bah ouais, c'est ça. Peut-être qu'il faut que je prenne rendez-vous lundi prochain. Écoutez, qu'est-ce que je vous dis ? Beaucoup de bruit à ce stade. Ouh, bah il y a eu 4 ou 5 verres, hein, mais buvez avec modération. Qu'est-ce qu'on peut dire de positif dans cette rencontre ? Est-ce qu'on doit garder du positif ? Parce que je vois que ça fait une demi-heure que je râle là. Moi j'adore râler, hein, mais qu'est-ce qu'on peut dire de positif ? Je cherche. Quand même, on va essayer de retenir Enrique.
Enrique, parce que j'ai vu beaucoup de gens sur Twitter lui tomber dessus parce qu'il a célébré beaucoup alors qu'il y avait 3-0 et qu'il marquait le but du 3-1. J'aimerais quand même qu'on soit un petit peu indulgent envers les joueurs qui font de leur mieux. Enrique, on sait que c'est probablement pas le regen de Marcelo, mais Enrique, il a jamais marqué de but en pro. Je crois qu'il a marqué des buts en coupe, mais c'est tout. C'est son premier but avec l'Olympique Lyonnais, c'est son premier but en championnat. Alors oui, il y a 3-0, mais Enrique, il triche pas. C'est un joueur qui est moyen, ça a toujours été un joueur moyen, ce sera probablement toujours un joueur moyen, et ce sera probablement toujours un malentendu qu'il évolue en Ligue 1. Maintenant, il a marqué un très beau but, à la suite d'une très belle action collective. Laissez-le être heureux. Moi, je préfère 1000 fois un Enrique qui marque un but et qui célèbre pendant 30 secondes parce qu'il est heureux, c'est son premier but en pro, même si on perd, parce qu'au moins il est content de jouer au foot, plutôt que les mecs qui marchent, les mecs qui râlent, les mecs qui donnent à 50% de leur capacité et qui pèsent pas sur le match. Laissez-le être tranquille, Enrique. S'il est heureux, eh ben tant pis, on perd. Au moins, il y a un mec heureux à Lyon ce soir. Moi, ça me dérange pas. Et je pense que ça peut aussi, malgré tout, insuffler un état d'esprit positif qui permet peut-être de revenir à 3-2 et derrière à 3-3. Donc, j'ai vu des gens lui disent « Ouais, arrête de célébrer, on perd et tout ». Laissez Enrique tranquille. S'il y a bien un joueur à qui on peut vraiment pas reprocher grand-chose, c'est Enrique. Il est là, il dépanne, il ferme sa gueule, il fait de son mieux. Son mieux, c'est probablement pas assez, mais c'est toujours mieux que le mieux de certains autres joueurs. Donc voilà, moi je suis content pour Enrique. Je suis très triste qu'on ait perdu, je suis très en colère de certains joueurs, mais je suis content pour Enrique, j'ai rien à lui reprocher, et ça a peut-être été un des meilleurs joueurs ce soir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Enrique ce soir. Je voulais aussi qu'on parle de Maitland-Niles, parce que beaucoup m'ont dit qu'on l'avait pas vu en première période, mais c'est pas plus mal, puisque tous ceux qu'on a vus en première période, on avait envie de les étrangler. Maitland-Niles, voilà, il est discret quand l'équipe est nulle, et quand l'équipe est bonne, on voit beaucoup Maitland-Niles. Sur le deuxième but, c'est lui qui déclenche tout. Non, sur le premier but, pardon, c'est lui qui déclenche tout, c'est celui qui fait la très bonne passe décisive pour Enrique, et il faut éliminer le joueur qui l'élimine. Je pense que Maitland-Niles est un vrai joueur de première division. Je vous dis pas que c'est un joueur de Ligue des Champions, mais je pense que c'est un joueur qui est relativement fiable, et pareil, il ferme sa gueule, il fait son taf, il est polyvalent, il est trimballé un coup au milieu, un coup ailier, un coup piston, et il fait très bien le taf. Donc plutôt positif. On va aussi garder en positif Clinton Mata, qui dans ce marasme défensif de tractopelle a réussi à être un des rares à surnager. Et moi je trouve que Clinton Mata est une très bonne recrue, un mec polyvalent, un mec costaud, un mec qui pour le coup ne plonge jamais. Et ça je pense qu'il faut le souligner aussi, parce que dans cet écosystème lyonnais où tout le monde est propice à la dépression, Clinton Mata, lui, il est régulier. Et vraiment, la régularité dans cet effectif, c'est une qualité rare. Et je pense qu'il faut quand même souligner Clinton Mata. Et on retiendra de ce match une première mi-temps absolument calamiteuse. On retiendra peut-être aussi la deuxième mi-temps qui a été un peu plus positive. Mais on peut retenir ceux qui n'ont pas été nuls pendant 90 minutes. Et il n'y en a pas 1000. Il y a eu Clinton Mata. Et il y a peut-être eu Maitland-Niles. Et c'est à peu près tout. Et je pense qu'il faut quand même savoir souligner ces mecs-là qui, quand le bateau coule, bah, c'est les seuls encore à continuer à ramer. Et Clinton Mata, il fait partie de ces gens-là. Mata, c'est notre meilleur défenseur devant O'Brien cette saison. Ouais. Quels sont les motifs d'espoir de ce match? Il y a quand même la rentrée de Chaim El Djebali, qui a été... Moi, j'étais vachement surpris. Qui a eu un vrai impact assez intéressant. Je m'attendais pas à ce que... il vienne, lui, sur le terrain ce soir, donc je suis content de l'avoir vu. Et je trouve que lancer un jeune joueur pour son premier match en pro dans un contexte aussi compliqué et qu'il s'en sorte comme ça, c'est plutôt positif, c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, l'arrivée imminente de Nemanja Matic, on fera peut-être un live mercato avant le live deadline mercato de la semaine prochaine. Il va falloir de toute façon que Nemanja Matic arrive parce que Corentin Tolisso, ça a encore été très très compliqué ce soir, très très compliqué, beaucoup de passes vers l'arrière, pas beaucoup d'impact physique. Maxence Cacrès a été laborieux avec le ballon aussi. Il va falloir, et je vous dis pas que je suis sûr que Nemanja Matic va faire du bien à cette équipe, mais il va falloir que Nemanja Matic fasse du bien à cette équipe parce qu'elle en a sérieusement besoin. Tu penses quoi de Tolisso qui gagne pendant une minute, demande des longs ballons et ne gagne pas un, j'ai vomi? Bah, Tolisso, pardon, excusez-moi d'avoir cru qu'il pouvait revenir à un bon niveau. C'est pareil que Cherki, j'aurais tellement voulu y croire, j'ai tellement aimé Tolisso. J'ai tellement adoré ce joueur que quand il est revenu et qu'il était moyen, je me suis dit mais ça va venir, et quand ça venait pas, je me suis dit mais ça peut encore, et quand il faisait des bons matchs, on s'est accroché à ça en disant oui, il est pas très bon, mais il fait des passes D, mais il est là quand il faut, puis il fait des bons matchs. J'arrête d'y croire à Tolisso, et ça m'emmerde, parce que je jure que je veux qu'une seule chose, c'est que Tolisso il revienne à un super niveau et qu'il finisse en trombe, et que j'en sais rien, peut-être il dispute je dis n'importe quoi, pas l'Euro parce que c'est compliqué, mais la Coupe du Monde 2026. Alors ça n'arrivera pas, hein, on s'entend bien. Je suis triste,
Moi, je suis super triste que Cherki soit un joueur abyssal. Je suis très triste que Tolisso soit complètement cramé. Je suis triste que Cacré soit relativement médiocre, un match sur 2 minimum. Ça me rend triste. Autant Dejan Lovren, j'étais à peu près sûr que ça se finirait comme ça. Autant Anthony Lopez, il y a eu des saisons sur régime, mais je suis pas foncièrement surpris par ses limites. Autant Tolisso, ça me fait chier. Quand je vois Lacazette être un fantôme pendant toute la première période, ça me fait chier, ça me rend triste. Parce que moi, je demande qu'une seule chose, c'est de pouvoir envoyer des DM à 2 grammes à Alexandre Lacazette en lui disant que c'est le roi de ce monde après un triplé. C'est ça que je veux dans la vie. C'est qu'on puisse balancer des messages dans le chat en caps lock parce qu'on est content d'avoir gagné un match. Ça m'emmerde de débriefer des matchs comme ça. Ça me fait chier, ça me rend triste de voir l'OL 16e. C'est quoi la suite? Faire des débriefs de Rodez et Concarneau l'an prochain? On veut pas y croire, vous voulez pas y croire, moi je veux pas y croire. Ça me saoule, voilà, ça me casse les couilles, c'est tout, ça m'énerve. Ça m'énerve et je vois pas le chemin, je vois pas le bout du tunnel. Là. Je le vois pas. Donc on va espérer, on va croiser les doigts pour Matic, on va croiser les doigts pour un autre milieu, puisqu'on nous a sous-entendu qu'il pourrait y avoir un autre milieu. On va croiser les doigts pour qu'il y ait un autre ailier, puisqu'on nous explique que Danjuma ça se fera pas. C'est dur, hein. Peut-être même une recrue en défense centrale, qui sait. Mais voilà, je pense que là, la saison, elle va être dure jusqu'au bout. Et je continue de penser que l'OL va se maintenir, parce que j'ai du mal à voir cette OL descendre avec ces moyens-là et cette qualité quand même d'effectif qui, sur le papier, n'est pas censé être 16e. Mais j'ai peur, ouais. J'ai peur. J'ai très peur. Je vous avoue que j'ai très peur. Mais je vous l'avais déjà dit hein, sur le podcast de Zach, là. Ils étaient tous en train de parler de 10e place, 11e place. Moi, j'ai dit, hein, tant qu'on n'a pas 6-7 points d'avance sur la zone de relégation, j'ai peur. Et je continue d'avoir peur. Voilà. Voilà tout ce qu'il y avait à dire pour ce soir. Dernier point, quand même. Je voudrais qu'on parle des tribunes. Et je vais pas le dire trop fort, parce que vous savez comment les choses vont vite dans cet endroit-là. Je commence à en avoir un petit peu marre aussi. Quand je vois le stade... Alors, je demande pas aux tribunes, et j'ai rien à leur demander. C'est les supporters qui décident. Moi je suis pas au stade, donc j'ai forcément tort, les absents ont toujours tort. Je demande pas au club aux supporters de pourrir les joueurs, je pense que ça sert à rien. Par contre, est-ce vraiment nécessaire de scander le nom de Lopez quand il a encore été très indigent? Je sais pas, honnêtement. Surtout quand à la fin du match on a encore droit à la séquence papa qui engueule les enfants. Je pense que les joueurs en ont plus rien à foutre de toute façon. Pardon, excusez-moi. Je vous interromps 2 secondes pour vous signaler que tout à l'heure, au moment de l'ouverture de score de Martin Terrier, j'ai envoyé un DM Instagram à Martin Terrier en disant « Tu casses les couilles ». Est-ce que vous voyez? Voilà, je n'invente pas, hein, vous avez la notification sous les yeux. Sachez que Martin Terrier s'excuse d'avoir marqué un doublé ce soir. Voilà, ça je l'invente pas. Voilà, donc... Martin Terrier s'excuse de nous avoir ouvert le cul ce soir. Donc voilà, on pardonne à Martin Terrier. C'est un bon. En vrai, Martin Terrier, c'est vraiment un bon gars. Et je suis très triste que l'histoire avec l'OL se soit pas très bien terminée et qu'il ait un peu souffert de quelques gogoles qui lui ont reproché de préférer jouer à FIFA que d'aller se bourrer la gueule le week-end. Et puis vous savez quoi, bah tant mieux pour lui si ça lui réussit la vie, parce que moi c'est un bon gars et je lui souhaite vraiment le meilleur dans sa carrière. Voilà, c'est énorme. Bon, mais Martin Terrier, il m'a déjà proposé, si je venais à Rennes, d'aller en loge et tout ça. C'est un mec top. Et ce soir, je suis pas content parce que c'est l'OL, mais à chaque fois qu'il marque, je suis content pour lui. Bref. T'as vu le mec comme Viragent qui s'est fait menacer parce qu'il a râlé sur Lopez? Je t'attaque sur tweet. Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas vu du tout. J'ai pas vu. Alors, qu'est-ce qu'il y a? La discussion entre supporters et joueurs lyonnais après la défaite de l'OL. Voilà, bref. Je pense qu'on a tout dit, hein, de toute façon, sur tout ce qu'il y avait à dire. Je sais pas. Aujourd'hui, je suis pas monsieur je sais tout. Moi, je suis juste un clown hein, qui vient débriefer les matchs avec vous, qui vient servir de thérapie de groupe. J'ai pas les solutions pour cet Olympique Lyonnais. Je sais pas comment on peut faire en sorte que ce club aille mieux. Je suis pas gestionnaire de club, je suis pas coach. Je vois les choses incohérentes, mais là, je sais pas là, honnêtement. Là, je sais pas. Je sais pas. Bref, les notes. Peut-être encore un grand moment. Hein. Les notes de ce match. Alors, je vais vous les mettre incessamment sous peu. Voilà. Le terrain est prêt. On va essayer de dessiner un beau terrain puisque la pelouse était relativement correcte. Ce soir, c'est pas tous les jours comme ça. Oula, non, ça va pas là. Ah, les remontées de terrain sont dures quand même. Hein. Il est presque propre aujourd'hui. Hein. Franchement. Bon, le rond central est plutôt un ovale central, mais c'est pas grave.
Il y a une surface qui est plus grande que l'autre, mais c'est pas grave, c'est comme les couilles, il y en a toujours une qui est plus grande que l'autre. Alors, Lopez, nous avions O'Brien, Mata, Lovren. Voilà, bon, je sais, les placements, je crois que c'était pas comme ça, mais c'est pas grave. Nous avions à droite Ainsley, Maitland, Niles. Nous avions à gauche... Non, c'était pas Enrique, c'était Fofana, c'était après Enrique. Fofana. Ici, on avait Tolisso, Diawara et Cacré. Et Cherki, Lacazette. On va rajouter les entrants à la mi-temps, parce que vous connaissez la règle. On note les joueurs qui ont fait 90 minutes. On a eu Nuama à la place de Cherki. On a eu... Non, attends. Enrique à la place de Diawara. Et Orban à la place de Cherki. Non, attends, qu'est-ce que j'ai fait là? N'importe quoi. À la place de Fofana, pardon. Orban. Bon, je l'ai fait à l'envers, mais c'est pas grave. On s'en fout, on va faire comme ça. Vous avez compris. Alors, Lopez. 3 tirs cadrés, 3 buts. Il y en a eu 2 de plus, il y a eu des arrêts quand même. Combien on met à Lopez? 3? Non, 1 et 2, abusez pas quand même. 2, 3, 2. Oh, vous êtes dur, hein. Vous êtes dur dans la notation. Vous êtes dur. Mais je peux comprendre. Il y a une majorité de 2 quand même. Hein. Alors, on va mettre 2, écoutez. 2. Lovren. Lovren, nul. Voilà, note. Enfin, à un moment donné, il faut dire les choses. Lovren, il n'apporte plus rien de positif à cette équipe. Il n'apporte plus rien de positif. Il n'y a rien de positif à garder de Dejan Lovren ce soir. Voilà, c'est une charrette. Il est finito, je pense. Et c'est pas un leader. C'est pas un leader, Dejan Lovren. C'est un leader de story Instagram, c'est tout. C'est voilà. O'Brien, je l'ai trouvé plutôt intéressant, mais... En fait, O'Brien, il est intéressant sur les sorties de balles. C'est vraiment pas dans le domaine dans lequel on l'aurait attendu. Maintenant, c'est pas un bon match de O'Brien. Hein. Tu prends 3 buts, c'est pas un bon match de défenseur. Je pense qu'on peut mettre 4, ouais. 4 à O'Brien. Encore une fois, c'est pas les sorties de balles où on l'attend. Il a des qualités, O'Brien. Il a des vraies qualités. Mais c'est pas le joueur qui va porter cette défense. Ça manque d'un patron, hein, quand même. Ça manque d'un patron. Ce patron, ça devrait être Dejan Lovren. Et ce n'est pas Dejan Lovren. Donc, il va falloir une recrue en défense centrale, en fait. En fait, c'est nécessaire. Il faut une recrue en défense centrale. Il n'est pas aidé avec Lovren. Non, il n'est pas aidé. Après, pour moi, Lovren, je vais être un peu dans l'abus. Hein. Je vais être dans l'abus. Pour moi, Lovren, il doit plus jouer, en fait. Il apporte rien. C'est un faux leader. El Famoso, leader vocal, c'est un trompe-l'œil. C'est un mec qui n'apporte rien de positif à ce club sportivement. Et je pense que dans le vestiaire, il doit pas faire du bien. Pour moi, Lovren ne doit plus jouer. Lovren, on doit lui trouver une porte de sortie. Il reste une semaine, là. Il y a bien un club qui voudra d'un vice-champion du monde et d'un champion d'Europe. Allez, dehors. Allez, ça dégage, là. C'est bon, stop, on n'en peut plus. Mata, pour le coup, ça a été un vrai bon match de Clinton Mata, dans un rôle très ingrat pour lui, dans ce rôle de défenseur central droit. C'est un bon match de Mata. Alors, 6, il faut se calmer un petit peu parce qu'on a quand même pris 3 buts. Je pense qu'on va mettre 5,5 parce qu'on peut difficilement mettre 6 à un joueur qui fait partie d'une défense qui a pris but sur but. Alors, donnez-moi 2 secondes, je vais ouvrir au chat. Hop, voilà, allez mon chat, tu t'en vas. Hop. Fofana. Alors là, il y a un mec sur Twitter qui m'a reproché de pas taper assez fort sur Fofana. Et j'ai dit, bah oui, Fofana, 18 ans, 2e ou 3e match avec l'Olympique Lyonnais, aligné au poste de défenseur gauche alors qu'il est ailier. Oui, excusez-moi de ne pas avoir envie de taper outre mesure sur Malik Fofana. Son match, il est dégueulasse, c'est une catastrophe. Il a été très 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 brouillon et globalement très mauvais. Mais excusez-moi d'avoir un niveau d'indulgence supérieur pour un jeune joueur de 18 ans qui vient d'arriver et qui joue pas à son poste, plutôt que pour un joueur qui touche 300 000 euros mensuels, qui a 100 matchs avec l'Olympique Lyonnais et qui est mis dans les meilleures dispositions pour briller. Donc Fofana, ce soir, on va être à peu près honnête, on va lui mettre 2, mais je lui en veux pas à Fofana. Il est à un poste qui est pas le sien, sur son faux pied. Il vient d'arriver, il est dans un mouroir en termes de vestiaire. Donc oui, c'est un match calamiteux de Malik Fofana, mais je lui en veux pas. Voilà, je lui en veux pas.
Et il est pas aidé autour de lui. Il est pas aidé. Devant lui, c'est Cherki. Derrière lui, c'est Lovren. Excusez-moi, hein, mais c'est un peu comme si vous demandiez à Charles Leclerc de briller avec les ingénieurs Ferrari, quoi. C'est laborieux quand même, hein. C'est quand même très laborieux. Tolisso, c'est un... Alors, on a d'abord Maitland-Niles. Maitland-Niles, pour le coup, match plutôt honnête, transparent en première période, mais plutôt intéressant en seconde. Il y a quand même une vraie qualité athlétique du côté de Maitland-Niles, c'est à signaler. Une passe dès ce soir. C'est un match relativement OK. Ça vaudrait 4, mais on va mettre 5 pour la passe décisive pour Maitland-Niles, parce qu'un joueur qui stat, faut toujours le valoriser quand même. Regarde l'interview d'Enrique, fait trop de peine. On regardera ça plus tard. Tolisso... Bon, on a déjà tout dit sur Tolisso un peu plus tôt. Donc ceux qui viennent juste pour regarder les notes, je vous invite à écouter le reste du débrief, mais j'y crois plus à Tolisso. J'y crois plus. J'y crois plus et ça m'attriste profondément. Ça m'attriste profondément. Cacré, activité sans le... En fait, c'est toujours la même chose avec Cacré. Et c'est toujours hyper frustrant parce que il y a un match sur 3 où il a le Cacré Prime. Et je pense qu'il existe toujours ce Cacré Prime. Du Cacré virevoltant, qui dribble, qui oriente, qui cravache et tout ça. Et puis il y a le Cacré dépression, il y a le Cacré Prozac qui fait des passes en touche, qui est tout mou, qui dribble plus et... Trouvez-le moi, ce Cacré-là, s'il vous plaît. Il me manque. Il me manque encore plus que mon ex, le Cacré du Final 8. C'est dire. Il me manque, je repense parfois au match contre Manchester City, au match contre la Juve, et je me dis, si seulement ce Maxence Cacré-là pouvait revenir. Ça me rend... Ouais, et puis les frappes, on le sait, c'est pas sa qualité principale, c'est pas grave. Ça me rend triste. J'ai l'impression d'être nostalgique d'une époque qui n'a jamais existé. T'es mal à bête de frappe. Avec le fond sonore, c'est encore mieux. Désolé pour ceux sur YouTube qui n'ont pas la musique. C'est quoi, c'est 4 3 4 pour la seconde période, parce qu'il a été un peu mis en seconde. Diawara, je sais pas. Diawara, je sais pas. Voilà. Point d'interrogation, je sais pas. J'arrive pas à juger le match de Diawara. J'ai l'impression de pas l'avoir vu. Je sais pas. Maintenant, Diawara, c'est un peu comme Fofana. Je lui en veux pas. Il est jeune. Il était programmé pour s'aguerrir avec la réserve. Il se retrouve titulaire contre Rennes. Diawara, il a rien à foutre là. Le fait que Diawara soit titulaire à l'Olympique Lyonnais est un marqueur d'anomalie complète de cette équipe. Diawara, il devrait être en sortie de banc au maximum. C'est un joueur qui probablement a des qualités, probablement doit encore beaucoup progresser, mais le fait que Diawara soit aligné titulaire, c'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec terrible. Et je pense effectivement, de ce que tu dis pour Mpavelao, il serait bon dans un milieu qui marche, dans une équipe huilée. Un peu comme peut l'être Doué à Rennes, qui est encore friable, qui est encore perfectible. Mais quand ça tourne, c'est un milieu qui brille. Et on l'a vu d'ailleurs, dans une équipe qui brille, dans une équipe qui tourne, un jeune joueur qui n'a pas vocation à peser sur l'équipe peut briller. C'est ce qui s'est passé avec El Djebali. El Djebali, il n'a pas vocation à porter l'Olympique Lyonnais. Mais ça a tourné dans cette fin de match. Et quand ça tourne, ces joueurs-là, ils peuvent se mettre en valeur. Mais un Diawara dans cette équipe-là qui ne tourne pas, c'est pas un cadeau pour lui. C'est vraiment pas un cadeau. Donc on va enlever le point d'interrogation et on va mettre 3. Mais je lui en veux pas à Diawara. C'est pareil. Il nous reste encore Cherki, Lacazette et les remplaçants. On va commencer par Lacazette. Et Lacazette, c'est un match en 2 temps. La première période où il est indigent, où il est techniquement pas au niveau et où c'est très compliqué. Et la seconde période où il est mieux entouré de joueurs qui virevoltent un peu plus, où il peut faire jouer des joueurs qui ont envie. Et c'est pas du tout la même chose. Donc il y a un but de Lacazette qui est très beau, d'ailleurs, qui est très joli, qui est très difficile à aller chercher. Mais sa première mi-temps, c'est de lui dont on attend qu'il pousse l'équipe vers le haut. Donc moi, j'ai du mal à pardonner à Lacazette d'avoir des moments comme ça où il disparaît complètement parce qu'autour de lui, ça bouge pas. C'est à lui de faire bouger autour de lui. Donc il y a probablement un échec tactique de Pierre Sage qui a été corrigé à la mi-temps, mais trop tard. Mais pareil, Lacazette, il doit aussi être un peu plus leader sur ces choses-là. Donc on va lui mettre 5 parce que c'est une première mi-temps qui vaut 3 et c'est une seconde mi-temps qui vaut 7. Donc on va mettre 5 à Lacazette. Mais un joueur comme Lacazette, il doit être noté plus durement, je pense. Il doit être noté comme si c'était un joueur de Ligue des Champions. Et ce soir, c'est une mi-temps de première partie de tableau et une mi-temps de relégable. Et c'est pas suffisant pour un joueur comme Lacazette. Et on va finir par Ryan Cherki. Ryan Cherki, 20 premières minutes plutôt intéressantes, avec des décrochages, avec de l'intelligence, et après ça a été une catastrophe. Voilà, une catastrophe, il faut dire les mots. Le premier but, il est en partie pour sa gueule, ensuite il a coulé complètement, des gris-gris, enfin ça c'est le pire du Cherki qu'on a vu ce soir.
à partir de la 20e minute de jeu, c'est le pire du Cherki. Et j'ai pensé, parce qu'il y a quelqu'un qui me disait sur Twitter, si c'est Toko Ekambi qui fait le match de Cherki, vous le défoncez. Ouais, c'est vrai. Et si c'est Toko Ekambi qui fait le match de Cherki, eh ben c'est 1. Et je suis désolé, mais ce soir, Cherki, c'est 1. Voilà. C'est dur, hein. C'est dur parce qu'il y a des occasions côté lyonnais qui viennent de lui, et on voit, encore une fois, que c'est probablement le seul, en première période, qui peut créer du danger. Mais est-ce que le danger que crée Cherki compense l'indigence qu'il a dans les phases sans ballon ou sur les pertes de balles? Je crois pas. Et malheureusement pour Cherki, à partir du moment où il est sorti à la mi-temps, ça a été beaucoup mieux. Et on peut pas oublier ça. Donc voilà, encore une fois, beaucoup de tristesse de devoir mettre des notes dégueulasses à des joueurs que j'ai envie d'aimer. Et qui suis-je pour juger? Mais fatigué, quoi. Les entrants, pour finir, les 3 entrants ont été intéressants. On va commencer peut-être par celui qui a été le moins marquant, qui a été Orban, mais dont j'ai trouvé l'état d'esprit assez intéressant. Voilà, comportement pas infect de la part de Orban. Bon, après, il y a quelques contrôles de policiers, mais on sait que c'est pas la technique son point fort. Orban, je pense que Orban, il a besoin d'une équipe qui tourne pour tourner, mais je l'ai pas trouvé scandaleux. Voilà, c'est un match plutôt neutre, c'est du 4 ou du 5. Il y a eu quelques décalages intéressants. Pour un premier match, on va pas le juger trop durement. Pas 5,5, non. On va mettre 4,5 à Orban, parce que c'est un match relativement moyen, mais c'est pas scandaleux. Nuama, pour le coup, a apporté quand même beaucoup. Alors, Nuama, il y a le côté un peu poulet sans tête à quelques moments, mais on voit la qualité technique. Et je pense que techniquement, c'est le meilleur joueur de cet effectif, Ernest Nuama. Et je n'attends qu'une seule chose, c'est que le ketchup finisse par tomber pour Ernest Nuama. Et c'est un joueur qui a de l'envie, c'est un joueur qui a de la qualité physique, athlétique, de percussion, d'explosivité. Moi, je crois en Ernest Nuama. J'y crois fort. Alors, on est bientôt en février. Ça fait pas mal de temps qu'on continue d'y croire. Et j'ai bon espoir que ça se déclenche vite. Mais l'avenir de cet Olympique Lyonnais, là, à très court terme, je pense qu'il est sur les épaules d'Ernest Nuama. Sincèrement. Et c'est beaucoup à porter pour un jeune joueur qui vient d'arriver. Mais c'est lui le facteur X. Ça devait être Cherki. Ce ne sera probablement pas Cherki. Le vrai facteur X de cette équipe, c'est Ernest Nuama. Donc il va falloir qu'il réussisse à augmenter son niveau de jeu. Il va falloir qu'il commence à stater. Mais je pense que la clé, c'est Ernest Nuama. Et qu'au moment donné où on réussira à avoir des séquences de jeu qui mettent Ernest Nuama en lumière, qui font d'Ernest Nuama la star de l'équipe, celui qui brille, à ce moment-là, peut-être qu'on aura le ketchup qui coule et les buts qui s'enchaînent. Mais je pense que c'est lui la clé. Je pense que c'est lui. Donc ce soir, on va lui mettre 5,5 parce qu'il n'y a pas de but. Et on va pas mettre 6. Mais je pense que c'est lui la clé. Et on va terminer par Enrique, le buteur, qui pour le coup, c'est pareil. C'est les encouragements du conseil de classe. On a parlé de la Casette qui est notée plus durement parce que ça doit être un leader de vestiaire. Et moi, on va parler de Enrique dans l'exact inverse. Enrique, c'est pas un leader de vestiaire. Enrique, c'est pas un joueur de niveau haut de Ligue 1. C'est un mec qui ferme sa gueule, qui fait ce qu'il peut, qui est moyen, qui a plein de lacunes, qui a pas beaucoup de qualités évidentes. Mais c'est un mec qui triche pas, qui mouille le maillot, cette expression que je déteste, mais c'est vrai. Et on a besoin de Enrique. Et j'ai vu un mec qui m'a dit un truc sur Twitter qui est à la fois très stéréotypé, mais en même temps très vrai, qui m'a dit, avec 11 Enrique, on se maintient en Ligue 1, alors qu'avec 11 Cherki, on descend. Et c'est un peu démago de dire ça, mais je pense que c'est vrai. Je pense qu'avec 11 Enrique sur le terrain, t'arrives à faire quelque chose. Et je pense que t'as besoin de mecs comme Enrique. Ce sont des mecs qui sont... c'est du WD-40 pour vestiaire. C'est des mecs qui font chier personne, qui sont là pour dépanner. Quand tu demandes d'être là, bah, ils sont moyenasses, mais ils font le taf. Et moi, je pense que ce mec-là, ça m'aurait fait chier qu'il parte cet hiver, vous voyez ? Ça m'aurait fait chier, voilà, parce que on lui demande rien de plus que ce genre de match, et ce soir il a été très bon, voilà, donc je vais mettre 6, même si son match mérite pas forcément 6, mais il est buteur, et il a apporté, à défaut d'apporter un facteur X comme Nuama, il apporte une certaine sérénité très très vite dit, mais au moins c'est pas la catastrophe, voilà. On va finir avec Pierre Sage, et pour le coup je pense sincèrement que plus le temps passe, plus Pierre Sage commence à avoir les défaites pour lui. Pourquoi ? Parce que le choix de Pierre Sage de mettre Cherki, c'est son choix. Le choix de Pierre Sage de maintenir Lopez et de ne pas le mettre en concurrence, c'est son choix. Le choix de mettre Lovren sur le terrain alors qu'il y a d'autres options qui sont disponibles, c'est son choix. Fofana arrière-gauche, c'est une tentative de sa part qui n'a pas fonctionné. Donc moi, encore une fois, j'ai très envie de voir Pierre Sage réussir à l'Olympique Lyonnais, mais j'ai pas non plus envie d'être béni oui-oui et d'être dans la béatitude absolue. Et ce soir, je pense sincèrement que la défaite, elle est pour Pierre Sage, parce que toute la première mi-temps est à jeter, et quand bien même la deuxième mi-temps est bien mieux, elle est la conséquence des erreurs de la compo de départ. Donc
Donc on va mettre 2 parce que malheureusement c'est un échec qui est aussi tactique et aussi au niveau du choix des hommes. Et bon espoir quand même que dans les matchs qui vont suivre, même si les grosses échéances arrivent, que ces erreurs-là soient gommées. Parce que dans un mood totalement caricatural, je le dis avec beaucoup de tristesse, je pense que Ryan Cherki ne doit plus être titulaire dans cette équipe. Et je pense qu'il fait plus de mal que de bien, et ça m'emmerde, parce que j'ai dit exactement l'inverse il y a quelques mois. J'ai défendu corps et âme le fait que Cherki était indispensable à cette équipe, parce qu'il était le seul capable de créer du danger. Mais je pense que maintenant qu'il y a du Fofana, du Orban et du Nuama, l'Olympique Lyonnais n'a plus besoin d'un Ryan Cherki qui n'est pas au niveau de ce qu'on peut attendre d'une équipe de première division. Donc il va falloir qu'il se remette en question. Et on verra si Pierre Sage est capable de faire ces choix forts-là, mais je pense que la fin de saison de cette OL tient à des choix forts. Je pense que Anthony Lopez n'est pas au niveau depuis plusieurs semaines et peut-être qu'il va falloir, à défaut de lui faire perdre sa place de numéro 1, de au moins commencer une alternance, peut-être. Je pense que Dejan Lovren non plus n'est plus au niveau et qu'il va falloir, à défaut de lui trouver une porte de sortie, donner sa chance à Sarr, éventuellement. Bah non, Sarr, il est parti, je suis con, je suis un connard. Ou au moins Drielson. Je pense que Ryan Cherki, devant, ça sert à rien. Et voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Jurinho, et on remballe, si vous le voulez bien. Non, Sarr, il est parti. Amin Sarr en défense, non, on va éviter quand même. Hein. Le Jurinho, pour terminer ce débrief, qui aura duré un petit peu plus longtemps que d'habitude, vous avez le lien du Jurinho dans le chat ou dans la description YouTube, si vous êtes encore sur YouTube au bout de 47 minutes. Si vous êtes encore là au bout de 47 minutes, pensez à lâcher des petits commentaires, vous abonner à la chaîne, mettre la cloche, etc. etc. Je crois qu'on est 11 003 sur la chaîne. C'est très cool. Et on a dépassé les 1000 sur la chaîne replay pour les lives nocturnes. Donc je vous remercie, parce que ça me permet de monétiser la chaîne replay. Et c'est toujours quelques cacahuètes en plus dans le portefeuille. Le Jurinho, nous allons donc rafraîchir pour voir ce que les autres ont noté pour être totalement influencés. On va mettre bien évidemment un +3, je pense, à Enrique, puisque c'est un joueur qui a pesé sur la rencontre. Je pense qu'on peut mettre +2 à Mata aussi, qui a été plutôt brillant. Au niveau du négatif, bah, on va mettre Cherki en première ligne, parce que pour moi, il a été catastrophique ce soir. Qui on va mettre? On va mettre Lovren. Et on va mettre Lopez, hein, en vrai. Hein, Lopez. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter. Qu'est-ce qui a été voté? Cherki, Lovren, Lopez. Bon, bah voilà, comme ça, on n'aura pas triché. C'est vrai que Fofana pourrait mériter une note négative. Ça a été particulièrement mauvais, mais il a des circonstances atténuantes. Tolisso aussi. Et je pense que ces trois-là ont plus impacté négativement le match. Nuama a été très très bien noté par les autres supporters, je peux comprendre. Lacazette, ça me semble très généreux. El Djebali, c'est un délit de bonne gueule parce que c'est un jeune et qu'on a envie de l'aimer. Voilà, on va valider ce vote-là. Je vous laisse voter de votre côté. Voilà, vous êtes déjà plus de 20 à avoir voté, à faire monter. On va faire un petit tour quand même sur le classement général pour voir que le meilleur joueur de cette saison au niveau des notes, c'est O'Brien quand même. Et c'est O'Brien avec près de 5000 points devant Mata. Et c'est Cacré qui arrive derrière. C'est vous dire quand même comme c'est bas. Et si on va tout en bas, on retrouve Lovren à moins 333, moins 3398. Tolisso, Baldé, Ryu, Koumbedi, Diomandé, Cherki. Et Lopez est encore dans le positif, mais on est sur un très très mauvais run du côté de Lopez. Voilà, on est toujours 2000 sur le live, oui, ça fait très plaisir, même si je préférais que vous soyez 2000 sur des victoires. On salue d'ailleurs, on salue nos amis marseillais, nos amis stéphanois, nos amis parisiens qui sont là pour l'odeur du sang et qui doivent se régaler ce soir. On vous salue quand même, mais pensez quand même à lâcher un petit abonnement, hein, quitte à se nourrir de nos larmes, financer au moins le contenu et le divertissement. Voilà, salut, bonjour, on vous salue, faites coucou, on fait coucou les Parisiens, coucou les Marseillais, coucou, ça fait quoi? Vous kiffez nous voir souffrir? Ouais, vous êtes là, vous êtes là. On en a fini avec ce débrief, on se retrouvera dans pas très longtemps. On va avoir un week-end plutôt peinard, il y aura peut-être un live dimanche, mais c'est pas sûr, je pense pas honnêtement. On se retrouvera mercredi. Alors, il faut que je vérifie la date. J'ai oublié de demander ça à la LFP cet après-midi. Je les avais en call. On se retrouvera mercredi pour le live Mercato, Deadline Mercato, puisque normalement, le Mercato se termine le 31 au soir, mais il faut que je vérifie. On se retrouvera peut-être pour un live Mercato rapide dimanche soir ou peut-être avant pour parler de l'arrivée de Nemanja Matic et peut-être l'arrivée de nouveaux joueurs, qui sait. Voilà. Et le prochain débrief, ce sera dimanche 4 février à 23h, le débrief du retour de l'Olympico
de Lyon-Marseille, en espérant qu'il n'y ait pas d'incident, qu'il n'y ait pas des gogoles qui veulent se venger du match aller. Ce sera donc le 4 février. Ma sœur fêtera ses 27 ans et je ne serai pas là pour lui fêter puisque je serai occupé à débriefer, on l'espère pas, mais probablement une énième défaite de l'Olympique lyonnais. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. Merci à ceux qui sont restés tout du long, ça fait très plaisir. Merci à ceux qui étaient là dès le début pour me permettre de gagner un peu de sous avec l'OP sponsor de la bande-annonce. Merci à ceux qui se sont abonnés à la chaîne, qui laissent des commentaires, qui s'abonnent sur Instagram également. Si vous voulez vous abonner à Instagram, à TikTok, vous trouverez tous les petits liens dans la description de la chaîne YouTube ou dans le chat littéralement maintenant. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Chez qui je vais vous envoyer? Est-ce que vous voulez prolonger? Non, Zach n'est pas en live. Et ben je vais vous envoyer chez Antistar. Voilà, il sera très content d'avoir plein de monde chez lui. Bah écoutez, à mercredi, peut-être à dimanche. Ça dépendra si j'ai le temps de monter mes meubles ou pas. Et en attendant, bah profitez de votre week-end, hein. C'est toujours mieux de pouvoir profiter du week-end que de devoir aller se coucher et se réveiller le lundi matin avec des collègues qui vous disent « Oh, dis donc, l'OL, c'est dur, hein. » Ouais, l'OL, c'est dur. Allez, bisous, à bientôt, ciao, bon dimanche. Bon, vendredi plutôt, on n'est pas dimanche. Et on est pile minuit, incroyable. C'est un tout pile.